Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission spéciale consacrée au programme de surveillance mondiale de l'environnement et la sécurité l'Afrique, GMSN Africa. Et pour en parler, nous avons donc sur ce plateau trois invités. Il s'agit d'abord du docteur Landing Mané, qui est directeur de l'Observatoire satellitale des forêts d'Afrique centrale, OSFAC. Nous avons au milieu le docteur Georges Goulemvouga, qui est lui le directeur des ressources en eau de la SICOS, mais il est surtout le coordonnateur de ce programme GMSN Africa. Et enfin, nous avons le professeur Raphaël Chimanga, qui lui est directeur du centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo. À tous les trois, bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, directeur Georges, nous avons donc dit que nous allons parler de ce programme GMSN Africa. Dites-nous, quelle est la genèse, un peu plus bref, la genèse de ce programme et pourquoi ce programme au niveau de l'Afrique centrale? Merci, cher ami. Le programme GMS est la suite d'autres initiatives qui découlent des partenariats, des coopérations entre l'Union africaine et l'Union européenne. Dans le cadre de ces partenariats, des initiatives de surveillance de l'environnement qui s'opéraient en Europe ont été les besoins également exprimés par l'Union africaine pour que l'environnement soit suivi avec les mêmes technologies et les mêmes outils au niveau de l'Afrique. C'est ainsi que on commencera l'initiative Puma. Puma qui a servi à l'appui au secteur de l'aviation aérienne, donc du domaine de l'aviation civile. On est passé de Puma au programme de surveillance de l'environnement pour le développement durable en Afrique, avec l'acronyme AMSD, où on est passé à d'autres thématiques purement environnementales. Et d'AMSD, nous sommes passés à MESA, et de MESA, aujourd'hui nous sommes avec GMS, avec la diversification des thématiques. Alors, d'ailleurs, Kinshasa a accueilli en fin mai dernier un atelier régional avec les deux consortiums, AGOS et SICOS, Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga SICOS, et l'agence gabonaise d'observation spatiale. De quoi il a été question? Je vous convie d'abord de suivre ce reportage avant de revenir sur ce sujet. Experts de l'Agence gabonaise d'études spatiales AGOS et de la Commission internationale du bassin du Congo Ubangi-Sanga SICOS, venus de la RDC, du Gabon, du Tchad, du Congo-Brazzaville, du Cameroun, de l'Union africaine, de la Communauté économique des États d'Afrique centrale et d'autres partenaires pour mutualiser leurs intelligences afin de mettre en place une synergie d'action en Afrique centrale pour une gestion durable des ressources naturelles à travers les données d'observation de la Terre. C'est dans le cadre du projet global Monitoring Environment and Security and Africa, entendez programme de surveillance de l'environnement mondial et la sécurité et l'Afrique, tenu du 26 au 28 mai 2021 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans son mot de clôture, Georges Goulemvouga, directeur de ressources en eau à la SICOS et coordonnateur de GMSN Africa, a remercié tous les participants pour l'assiduité et l'apport à la réussite des travaux. À travers ces services, l'objectif du projet consiste à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles en améliorant les processus de prise de décision par la mise à disposition d'informations pertinentes grâce à l'accès aux données d'observation de la Terre. Et plus spécifiquement, il s'agit d'une part de satisfaire aux besoins en information des usagers de la ressource en eau, tels que les services de la navigation intérieure,
de la météorologie, de l'hydrologie, de l'hydroélectricité, de la gestion forestière. Et d'autre part, contribuer à la mise en œuvre des politiques de planification et d'aménagement relatifs à l'eau et aux ressources naturelles. Occasion pour le coordonnateur du programme GMS and Africa à l'Union africaine d'afficher sa satisfaction pour l'aboutissement des travaux sous la gestion de la Commission de l'Union africaine à travers les départements de ressources humaines, sciences et technologies. Ces institutions impliquées devraient se mettre ensemble pour partager les bonnes pratiques, les leçons apprises et pour réfléchir à comment elles pourront travailler dans la deuxième phase du programme qui s'annonce pour décembre 2021 comme début pour 4 et 5 autres prochaines années. La communauté économique des États d'Afrique centrale s'est dit fière de la tenue de cet atelier qui va contribuer à une gestion plus durable et plus rationnelle des ressources dont dispose l'Afrique pour son développement grâce aux données d'observation spatiale. Nous sommes dans la même sous-région, les problématiques sont les mêmes, nous sommes sur la forêt, la psychose sur l'eau, tout ça c'est la même chose. Donc comment on fait pour avoir une synergie globale afin que ce qu'on va rendre comme produit en prenant en compte le plan de convergence des besoins de la CAC rentre vraiment dans la réponse aux maux qui minent la vie des populations de la sous-région Afrique centrale. Dans la phase 2 du projet GMS en Afrique, il est question aujourd'hui de se projeter dans l'avenir pour discuter ensemble de ce que peut ressembler la deuxième phase du projet GMS en Afrique, ici en Afrique centrale, dans lequel nous n'aurons qu'un seul consortium. Les échanges ont permis aux participants de partager les informations et les expériences respectives sur les services et produits fournis et ou en cours d'élaboration relative à leurs différentes thématiques. De retour sur ce plateau avec le docteur Landing Mané qui est le directeur de l'OSFAC. La thématique pour l'Afrique centrale de ce programme, c'est la gestion de l'eau et des ressources naturelles. Directeur Landing, par rapport à l'élément que nous venons de suivre, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce programme? Et vous, en tant que responsable de l'OSFAC, qui est aussi dans les ressources forestières, quel commentaire par rapport à cet élément? Au niveau de l'OSFAC déjà, comme nous montre notre acronyme OSFAC, l'Observatoire satellitaire des forêts d'Afrique centrale, on était déjà dans le spatial. Donc on utilisait déjà des données spatiales pour le suivi de l'environnement. Donc avec ce projet, ça a été encore une nouvelle étape dans le cadre du positionnement de l'OSFAC au niveau de la sous-région. Les atouts de la grande cuvette centrale, tout le monde le connaît. En fait, cette cuvette est à cheval de l'équateur, au niveau de l'équateur. Et dans cette cuvette aussi, c'est le poumon de l'Afrique centrale. C'est le deuxième massif forestier du monde après l'Amazonie et en troisième position vient l'Indonésie. Donc dans cette cuvette centrale aussi qui séquestre plus de 25% du carbone du monde, cette cuvette aussi occupe la deuxième position comme source d'eau au niveau mondial et dans cette cuvette centrale aussi joue un grand rôle dans l'équilibre du climat mondial. En fait, ça c'est le volet changement climatique. Mais il y a aussi le volet biodiversité, parce que cette cuvette concentre plus de 10% de la biodiversité mondiale, 60% de la biodiversité africaine. Et cette cuvette contient plus de 8000 espèces, des espèces endémiques en voie d'extinction ou bien des espèces en voie de disparition. Vous voyez un peu l'importance de cette cuvette. Donc, d'où la nécessité de la suivre pour voir un peu sa dynamique. Et c'était le rôle de l'OSFAC dans ce consortium dirigé par la CICOS. Professeur Raphaël Chimanga, vous êtes le responsable du centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo. La thématique pour GMS en Africa, c'est gestion de l'eau et des ressources naturelles. Vous êtes effectivement dans la recherche dans le secteur de l'eau. Quel commentaire par rapport à un tel programme? Il y a vraiment une différence, n'est-ce pas, entre les potentialités que nous avons et la vie
de la population, n'est-ce pas, pour réaliser ou bien prendre en compte, n'est-ce pas, que nous avons ces potentialités et bénéficier de ces potentialités. Quel est le problème? C'est là le problème que le programme GMS et Africa est en train de résoudre. Le premier problème, c'est celui de l'information, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas gérer ces ressources sans information. Or, nous savons que dans notre bassin versant du Congo, dans notre région, avec la grande superficie et des régions très très reculées, avoir l'information c'est très très difficile. Ça c'est la première problématique. Deuxièmement, c'est la capacité humaine, n'est-ce pas? Nous n'avons pas assez de ressources humaines bien formées pour pouvoir aborder ces questions. Et c'est là maintenant que nous venons dans le cadre de ce consortium pour améliorer l'accès à l'information et l'accès à l'éducation au travers de la formation à différents niveaux. Le projet a déjà engrangé des résultats et parmi les résultats, il y a donc l'application smartphone qui a été développée au niveau de Brazzaville avec bien sûr le GS7 qui est le service d'entretien des voies navigables du Congo-Brazzaville. Nous allons revenir, mais le temps pour nous de regarder cet élément pour après commenter. C'est une application qui va révolutionner la sécurité dans la navigation fluviale, mais pas que. C'est très difficile pour la navigation sur la Sorba. Grâce à un hydrographe, c'est lui qui nous reçoit au GI S7. Puisqu'il peut le manipuler, le modifier chaque fois qu'il les envie à pour Aboubakar Alilou, c'est une avancée. C'est une véritable avancée à laquelle la SICOS est très fière de participer en tant que chef de file du consortium qui conduit le projet GMS en Africa. Donc c'est l'un des résultats de ce projet et nous en sommes très fiers. Après la théorie, petite randonnée sur le fleuve Congo pour bien comprendre cette application. Et je vois SO 7 km. En fait, ça, ce sont les vitesses et le cap. Donc voilà un peu. Là, nous pouvons voir comment le bateau doit se déplacer. Grâce à notre application et notre carte en fond. Quelques minutes juste. L'application détecte une bouée, mais que l'œil n'a pas encore vue. Voilà, la bouée verte, vous voyez? Regardez sur la carte comment on est là. Sur notre smartphone, on voit bien le bateau se déplacer. Et sur le fleuve, avec cette application, la navigation pourra se faire de jour comme de nuit. Imaginez même minuit, en pleine navigation, vous arrivez dans une zone où vous ne voyez plus quoi que ce soit. Donc à cette distance-là, même si vous mettez le projecteur, vous ne voyez pas la bouée. Hein? Mais à partir de votre carte, vous serez en train d'observer la bouée en live. Pour le coordonnateur du GI S7, c'est une révolution. Disons que c'est pas une petite révolution, c'est une révolution quand même dans la mesure où on n'a pas encore sur le fleuve, dans le bassin, ce genre d'application, ce genre d'outils. Reste sa vulgarisation pour le bien de tout le monde. Alors, directeur Georges, nous venons de voir déjà un résultat, l'application smartphone développée par le GS7. Quel commentaire? On n'a pas voulu que ce projet soit un projet sur papier, des résultats sur papier. Il fallait qu'on touche les communautés locales, les communautés de base. Et un des objectifs que nous sommes assignés, c'était d'élaborer un produit opérationnel pour appuyer l'activité de la navigation fluviale. Vous comprendrez que nous avons plus de 25 000 km navigables, des boulevards naturels que Dieu nous a dotés ces bassins du Congo. Mais il y a des coins de production où il n'y a pas d'évacuation des produits agricoles
cultivées par manque de voies d'évacuation. Et les SFN, comme la régie de voies fluviales ici, s'attellent à l'entretien de ces voies et de temps en temps, ceux qui naviguent, à cause de déficit de balisage, une telle application, smartphone, un navigant son téléphone, il a toutes les informations de la voie à prendre avec son bateau. Ça facilite cette activité et c'est la rentabilité économique pour les propriétaires des bateaux, les armateurs, moins d'accidents sur nos voies. Donc nous sommes satisfaits pour ces grands résultats sur le secteur de la navigation qui a été obtenu. Tout à fait. Docteur Landing, vous êtes partenaire à la SICOS à travers ce programme GMS en Africa et nous avons approché les cadres qui travaillent avec vous pour nous dire ce qu'ils font, ce qu'ils ont déjà fait par rapport à ces programmes. Et nous allons d'abord les suivre avant que nous puissions commenter avec vous les aspects qui sont liés donc à ces programmes et les résultats d'ailleurs que vous avez déjà engrangés par rapport à ces programmes. Suivons. Voilà, au niveau de l'OSFAC, en collaboration avec les collègues, nous produisons des produits liés aux occupations du sol. Par exemple, dans le cadre du projet GMS Africa, nous avons non seulement produit des produits liés à l'occupation du sol dans le sens de la quantification des différentes classes d'occupation du sol, forêt et autres, mais nous avons également produit l'incidence ou soit l'impact du fait sur le couvert forestier dans la Kivate centrale. J'interviens aussi à d'autres projets de l'OSFAC toujours. Par exemple, dans le cadre du projet GMS, j'étais impliqué dans la cartographie des zones humides dans les bassins du Congo. On a juste combiné les données satellitaires avec les données radar afin de ressortir les zones qui sont en permanence inondées dans la zone du bassin du Congo. Après avoir analysé les données, quand le résultat est disponible généralement, les données sont publiées dans les sites de l'OSFAC. Donc, tout utilisateur pourrait accéder et télécharger l'information. Voilà, docteur Landing, nous venons de suivre ceux qui travaillent avec vous. Mais quels sont les produits que vous avez développés au niveau de l'OSFAC? En fait, comme je vous l'avais dit tantôt, dans le cadre du projet, je peux synthétiser, il y a eu 4 produits. Le premier produit, c'était l'occupation du sol. Pourquoi l'occupation du sol? Avant de faire quelque chose, il faut savoir, il faut avoir un état des lieux, connaître l'endroit, savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et nous avons élaboré un premier produit qui était la carte de l'occupation du sol, qui permet de montrer l'ensemble de la grande cuvette centrale, de montrer qu'est-ce qui se fait au niveau de la cuvette centrale, toutes les composantes, et chaque composante se situe où. De ce fait, c'est une information de base. Le deuxième produit, c'est les zones humides et surtout les zones inondées. Pourquoi les zones inondées? En fait, ça nous a permis de connaître l'étendue des zones inondées et de voir quel est l'impact de ces zones inondées sur les écoulements. Ça, c'était le deuxième produit, la carte des zones inondées. Le troisième produit que nous avons élaboré, c'était attrait à la biodiversité. On voit que dans la zone aussi, il n'y a pas que les forêts, il n'y a pas que l'eau, il y a une énorme biodiversité qui est là. Donc il fallait une carte de biodiversité. Et c'est ce que nous avons fait. Notre porte d'entrée, c'était la fragmentation. Donc en regardant en analysant la fragmentation de l'habitat naturel des espèces, on peut savoir maintenant où est-ce que ces espèces-là sont concentrées. Et ça permet aux services étatiques, notamment l'ICCN, aux différents acteurs, de pouvoir suivre cette biodiversité là où elle est et de pouvoir la protéger et de pouvoir la conserver. D'où la nécessité encore de cette carte de la biodiversité. Et le quatrième produit, c'était les feux. Les feux, pourquoi les feux? C'est vrai que les feux sont dynamiques, mais les feux jouent un grand rôle dans la dynamique forestière. C'est le premier poumon. Mais ce poumon-là aussi est en train d'être menacé par les feux. Ce qui fait que, bon, les feux jouent un grand rôle dans la déforestation. Ce que nous faisons, c'est identifier les zones qui ont été brûlées et les zones où on a perdu les forêts. Et dans ces zones identifiées, on va vers les populations pour leur dire, voilà, ces parties-là sont dégradées, qu'est-ce qu'il faut faire? Et avec les populations, on regarde ensemble, on dit, ok, peut-être il faut restaurer ces zones-là. Comment les restaurer? Est-ce que c'est la mise en défense?
Est-ce que c'est le reboisement? Est-ce que c'est l'agroforesterie? Et en discutant avec les populations, on trouve un compromis pour restaurer ces zones-là. D'où encore la nécessité de cette carte des zones brûlées et c'est la carte des feux. Tout ça, cette information disponible permet une meilleure gestion, non seulement des ressources en eau, mais aussi des ressources naturelles. Donc voilà l'importance de ces produits qui ont été élaborés par OSFAC dans le cadre de ce projet JMS et dans le consortium SICOS. Merci beaucoup, docteur. Professeur Chimanga, vous êtes, comme vous l'avez dit tantôt, le directeur du CREBAC. Et nous étions au CREBAC pour voir qu'est-ce qui s'y passe réellement, mais aussi c'est par rapport à un autre aspect, c'est celui du renforcement des capacités, comme vous l'aviez dit tantôt d'ailleurs. Mais avant de vous poser une question, nous allons d'abord voir ce que c'est les centres et qu'est-ce que ces centres. Voici les centres de recherche en ressources en eau du bassin du Congo CREBAC. C'est ici, dans l'enceinte des installations de l'université de Kinshasa, non loin de l'ERAIFT, qu'est installé ces centres spécialisés dans la recherche en eau dans la sous-région du bassin du Congo, disposant de potentialités énormes en ressources hydriques du continent africain. Poussé par le déficit des connaissances de la ressource en eau, le CREBAC mène des études sur cet aspect en termes de quantité et qualité de cette ressource. Son directeur, le professeur Raphaël Chimanga, donne les raisons de l'existence de ces centres. Ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas de connaissances sur la dynamique de ces ressources en eau, n'est-ce pas, et sur les potentiels impacts qui peuvent venir du changement climatique ou bien d'occupation des terres. Du coup, il devient difficile de pouvoir établir ou bien concevoir des stratégies de gestion durable des ressources en eau pour que les populations puissent tirer profit de ces patrimoines, le bassin du Congo, puisque nous disons que l'eau a une valeur économique dans tous ses usages et l'eau doit être traitée comme un bien économique pour le développement de nos nations. Fort de son expertise, le centre a développé un partenariat avec la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga SICOS, structure sous-régionale, promouvant la gestion intégrée des ressources en eau dans les bassins du Congo. Grâce à ce partenariat, le CREBAC est composé parmi les centres de recherche qui bénéficient de l'accompagnement du programme de surveillance pour l'environnement mondial et la sécurité et l'Afrique Jeunesse and Africa, dans la thématique avec les consortiums menés par la SICOS et la gestion de l'eau et des ressources naturelles. Le professeur Raphaël Chimanga reconnaît l'apport de ces programmes dans les activités du centre. C'est que les projets nous a apporté, c'est qu'aujourd'hui, je note que CREBAC est positionné comme une institution qui a des capacités pour pouvoir analyser les informations spatiales et conduire aux applications de gestion des ressources en eau du bassin du Congo à partir des informations d'observation spatiale. Donc ça, c'est une grande contribution du projet au renforcement ou bien au développement des capacités du centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC. Pour réaliser convenablement son travail de recherche, le CREBAC dispose des instruments adéquats et du personnel qualifié afin d'aboutir à des résultats probants. Plusieurs activités ont déjà été réalisées par le CREBAC, un centre qui se place aujourd'hui au diapason des autres centres de recherche internationalement reconnus, c'est grâce entre autres à l'appui de la SICOS avec les programmes Jeunesse and Africa. Alors, professeur Raphaël Chimanga, le reportage que nous venons de suivre vient de confirmer certaines informations que vous aviez données tantôt, en termes bien sûr de la connaissance de la ressource en eau dans les bassins du Congo, mais aussi en termes de renforcement des capacités de ceux qui sont appelés à gérer cette ressource. Oui, merci beaucoup. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, plus précisément dans le cadre de GMS, GMS a beaucoup contribué au positionnement du centre CREBAC sur le plan régional. Aujourd'hui, CREBAC est reconnu et les prestations de CREBAC sont reconnues et sont sollicitées au niveau régional aussi, au niveau international. Ça, c'est grâce au projet GMS qui a renforcé les capacités au niveau interne du CREBAC, mais aussi CREBAC a été utilisé dans ce sens ici pour renforcer les capacités de
des personnes au niveau régional. Il faut savoir que les données qui sont produites par rapport à ce programme sont utilisées par des services, et c'est le cas de la Régie des voies fluviales, RVF, ici en République démocratique du Congo. Nous avons approché le sous-directeur Cédric Tchumbu qui revient sur l'importance même de ces données, mais aussi et surtout des programmes qui se sont succédés de l'AMSD à GMS Africa en passant par MESA. Nous avons regardé son interview avant de clôturer avec cette émission. Dans le cadre du programme GMS, nous avons commencé avec la e-station, la station environnementale. Ensuite est venu le programme AMSD. Et après AMSD, nous sommes passés à MESA. Et maintenant, c'est GMS Africa. En fait, c'est des projets qui se sont succédés pour pouvoir nous permettre d'avoir des informations environnementales dans le cadre, n'est-ce pas, de suivi des ressources en eau dans le bassin du Congo. Quand ce programme est arrivé, c'était un programme qui venait un peu booster notre travail parce que nous travaillons dans l'aménagement de routes de navigation. C'est en fait les cours d'eau qui constituent, n'est-ce pas, notre champ de travail. Et donc, avec l'apport de ce programme ici, nous avions eu une valeur ajoutée, n'est-ce pas, par rapport à notre façon de travailler. Docteur Lading Mané, vous êtes le directeur de l'OSFAC. Comment faire pour pérenniser les acquis de tous ces projets? Je pense qu'il faut l'implication de tous. Donc, en général, les projets démarrent et après les projets, tout s'écroule. Et pour éviter cela, il faut déjà une base, qu'il y ait une base. Donc, que les structures nationales soient impliquées, et que le transfert des résultats aussi se fasse au niveau de ces structures nationales, et que aussi qu'il y ait du personnel, des ressources humaines qui puissent continuer à faire les traitements qu'il faut. Très bien. Professeur Raphaël Chimanga, la recherche dans notre pays, c'est parfois les cadets des soucis des autorités, mais vous vous êtes lancé quand même dans ce sillage, mais aussi, là aussi, il y a la question aussi de pérenniser aussi les acquis du programme GMS Africa au niveau du CREBAC dans ce partenariat. Quelle projection faire? La difficulté que nous avons toujours eue de pouvoir pérenniser les activités pour ce cas précis de la recherche, c'est le manque de consolidation de cadres de recherche, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que des fois les jeunes fouillent la recherche. Mais j'ose croire qu'au travers de ces projets, les gens avec des outils pratiques qu'ils ont utilisés, et ils ont produit des résultats, ça produit en eux une sorte d'enthousiasme, n'est-ce pas? Alors, maintenant, tous nos efforts, c'est de pouvoir maintenir cet élan d'enthousiasme. C'est ainsi que nous avons mis en place ces cadres où les chercheurs, n'est-ce pas, et les professionnels interagissent, ils comprennent les problèmes qui se passent sur terrain et ils sont capables de pouvoir revenir dans la science, chercher des solutions pour pouvoir résoudre ces problèmes et apporter ces solutions auprès des professionnels qui sont déjà sur terrain et savoir comment est-ce qu'on peut interagir. Directeur Georges, pérennisation des acquis des projets. Vous avez commencé avec AMSD, on est passé par MESA, aujourd'hui nous sommes à GMS Africa, mais la question de la pérennisation des acquis pose parfois problème, nous le savons, parce que nous allons des projets en projet. Que dire par rapport à GMS Africa aujourd'hui, parce qu'il court déjà vers sa fin, après il y aura bien sûr une deuxième phase. Tout au long de ces projets, la SICOS avec ses partenaires a voulu que les pays de la région bénéficiaires de ces programmes puissent s'approprier d'abord les activités. Et maintenant, c'est la phase de s'approprier des résultats obtenus. Et la stratégie, c'est la mise des groupes ou des réseaux d'utilisateurs de ces produits dans chaque pays.
Et nous sommes en train d'aller vers les activités qui clôturent cette phase, de sensibiliser les décideurs. Parce qu'il faut que les décideurs s'approprient les résultats obtenus en termes d'infrastructures. Il y a des stations de réception satellitaire dans chaque pays. Il y a des produits, comme nous venons de les démontrer ici, qui sont des produits opérationnels à l'utilisation des usagers sur terrain. Il faut que des moyens suivent pour que ce travail par rapport à ces différents acteurs. Donc c'est la question que les décideurs continuent à appuyer ces différents organismes dans chaque pays. Et la SICOS est là pour faire la recherche auprès des partenaires, des moyens pour renforcer davantage les capacités des partenaires, mais aussi de ces pays membres, parce qu'elle ne travaille que pour les intérêts de ces pays. Docteur Georges, merci. Merci, professeur Raphaël Chimanga et docteur Landing Mané. Merci également à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi cette émission spéciale qui était consacrée au programme GMSN Africa. Votre émission reviendra bien sûr la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons gré vous retrouver. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.